Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 25. Des implications. Des infiniment petits. Tout, dans notre environnement, pourrait être régi par de l'infiniment petit. Des nanoparticules seraient déjà en construction. L'invention du microscope à effet tunnel est à l'origine de cette fabuleuse technique. Il a la faculté d'inventorier tout dans notre environnement à l'échelle de la matière, c'est-à-dire de l'atome. Il parcourt la surface, atome par atome et permet de les visualiser. Mais son aspect révolutionnaire tient dans le fait qu'il permet de modifier la structure d'un élément, par l'ajout d'un ou plusieurs atomes. Il est donc, désormais possible de réaliser des structures nouvelles, n'existant pas à l'état naturel. Les briques de base de la matière sont agencées à la demande. C'est un pouvoir sur la matière, celui de la manipuler. De nombreuses applications sont déjà réalisées. Le simple ajout de groupes d'atomes de dioxyde de titane déposés à la surface des plaques de verre leur apporte la faculté de devenir auto-nettoyantes. Une interaction entre l'ultraviolet et les atomes d'oxyde de titane charge en énergie les particules de verre. Cela crée un oxygène réactif qui pulvérise les particules de poussière, posées à leur surface. La pluie n'a plus qu'à faire le reste. Les nanotubes de carbone permettent la réalisation de matériaux entièrement créés. Il est plus léger et plus résistant que l'acier. Ces caractéristiques particulières n'ont pas encore été exploitées. La compréhension des lois physiques qui se déroulent, à l'échelle de la nanomatière, permet d'élaborer de nouvelles propriétés de la matière. Il y a la possibilité d'organiser sa croissance, par l'utilisation de ces nouvelles propriétés. Cependant, l'extrême miniaturisation peut aussi permettre d'aboutir à un accroissement des contrôles et de la surveillance, vers une atteinte aux libertés. Ces technologies futures, aux résultats prévisionnels exponentiels, sont assez angoissantes. Le graphème est à la base des prochains transistors devant équiper les prochaines générations d'ordinateurs. Toutefois, ils ne seront eux-mêmes qu'une transition vers une autre technologie de la nanoparticule. Le processeur atomique est déjà envisagé, grâce aux nouveaux interrupteurs atomiques.
Ces interrupteurs seront 1000 fois plus petits et des centaines de milliers de fois plus rapides. Les jonctions entre des éléments de ce nouveau cerveau artificiel se réaliseraient à l'identique des synapses qui échangent leurs informations entre les neurones de nos cerveaux. La particularité de cette adaptation serait la réalisation automatique et volontaire des interconnexions permettant une auto-configuration du système par lui-même. Il s'agit, tout simplement d'une structure fractale, complexe et aléatoire, réalisant de cette façon, une configuration rationnelle et fonctionnelle. Cette organisation est basée sur l'apprentissage et le développement, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Il n'y a plus à ce niveau des nanosciences, de différence entre l'inerte et le vivant. L'intelligence informatique serait capable d'emmagasiner des sommes exponentielles de connaissances et de développer un niveau d'intelligence supérieur. Dans quelle mesure cela permettra-t-il d'améliorer les conditions d'existence des humains et surtout celles de la condition humaine? Les conséquences potentielles sur l'humain ne sont pas encore envisageables. Les chercheurs n'ont pas le droit de jouer avec l'avenir des humains, sans les informer sur le futur qu'ils leur réservent. Même s'ils ne peuvent être tenus pour responsables des dérives envisageables. Il convient pourtant que chacun puisse décider de la place qu'il convient d'accorder à ces découvertes pour le futur de l'humanité. Il convient surtout de ne pas donner des moyens d'action incommensurables aux dangereux oligarques de cette planète. Les formules mathématiques. Pi 3,14116 est une formule utile pour les calculs de circonférence, bien connue des écoliers. Une autre formule, appelée nombre d'or, ou règle d'or, aurait des implications beaucoup plus élargies. Des rythmes biologiques conditionneraient toutes les formes de vie sur notre planète. La planète elle-même serait tributaire des rythmes imposés par sa rotation autour de notre étoile incandescente. Des cycles influencent cette biologie, mais aussi la pensée et les émotions. Toute forme de vie apparaît également soumise à des règles mathématiques plus ou moins complexes. Les modes de croissance seraient également soumis à des nombres. Toutes les structures correspondraient à des régularités mathématiques. Les formules mathématiques et les nombres seraient donc en totale adéquation avec les expressions du vivant. Tout serait donc lié par des codes et des codages. Mais ces concordances établies par les chercheurs humains ne seraient-elles pas plutôt en adéquation avec leurs modalités de recherche? L'utilisation des nombres serait donc d'abord un outil de recherche. Cependant des modèles mathématiques nous apparaissent, sans qu'on ait d'explication à leur donner. La corrélation existant entre les nombres, les mathématiques et notre monde demeure encore mystérieuse. Y aurait-il un ordre ou une matrice qui régule tout? Tous les éléments qui régissent notre organisation sont établis à partir des nombres. Ils nous servent à structurer notre environnement par des modèles, des formes et des figures. Ce sont autant de repères, nous permettant de nous orienter à travers un univers qui nous apparaît n'être qu'un gigantesque chaos. C'est en fait la réalité de notre existence que nous expliquerions par des valeurs numériques. Les nombres nous seraient également utiles, entre autres choses, à structurer nos actions. Le nombre d'or est une construction logique à partir des chiffres qui s'additionnent les uns aux autres, à partir de leur obtention, 2 plus 3, 3 plus 5, 5 plus 8, etc. Telle est la construction logique de la structure de la coquille d'un escargot. Mais cette structure se retrouve aussi dans la construction de la fleur de tournesol, elle se retrouve également dans la construction de la structure de l'aile de la libellule. L'ordre, la structure, la symétrie sont des constantes observables. Ils ont aussi été observés dans notre architecture et dans nos arts. Il s'agit donc d'une fascinante relation entre les mathématiques et tout ce qui se construit dans l'univers physique. Le scénario apparaîtrait alors, comme volontairement constitué. Cette structure mathématique se retrouverait ainsi partout dans l'univers et partout, dans ce qu'il contient. Les spirales des galaxies sont formées selon le même schéma mathématique. Ce ratio parfaitement élaboré que nous nommons « nombre d'or » égal à 1,618 n'est cependant qu'une formule mathématique. Cette formule se retrouve aussi dans la double hélice de la molécule de l'ADN, qui est notre enregistrement de référence, c'est-à-dire le codage de la vie.
Tout apparaît donc régi par ce ratio qui se montre comme un dessin intelligent. Une nanosymétrie de la matière aurait également été mise en évidence, grâce au nombre d'or, dans la matière solide, à l'échelle de la physique quantique et qui représenterait l'énergie fondamentale de l'univers. Les chaînes des atomes seraient constituées comme une corde musicale vibrante. La tension proviendrait de l'interaction entre les champs atomiques, les faisant résonner magnétiquement. Le ratio entre les fréquences serait aussi de 1,618. Cette démonstration supposerait une volonté d'organisation à partir d'un chaos apparent. Ce ratio pourrait donc, effectivement, servir de fondation mathématique à la construction de notre univers physique. Mais pas seulement, il se retrouverait dans toutes les constructions symétriques et esthétiques. Le système est simple en soi, sa croissance s'établit conformément à des proportions identiques et invariables. La spirale logarithmique est à la base de chaque construction et croissance des coquilles de mollusques, des cornes de certaines chèvres et antilopes. Il s'agit d'un rapport entre deux mesures. Il est à l'origine structurale des pyramides, des cathédrales, etc. Ce ratio parfait serait tout simplement la fondation architecturale de tout ce qui se trouve dans notre univers physique. L'espace et le temps. L'espace et le temps sont-ils liés ? Lorsque nous observons des objets dans l'univers, c'est, pour nous, le moment actuel où nous voyons leur aspect, à un moment, qui n'est plus. Nous sommes remontés, en arrière dans l'espace, mais aussi, dans le temps. Nous pouvons les observer, non pas dans l'aspect qu'ils auraient aujourd'hui, mais dans celui qu'ils avaient au moment où nous les observons. Ce moment est tributaire de la distance les séparant de nous. Plus nous observons au loin dans l'espace, et plus nous observons au loin dans le passé. C'est en fait, la luminosité, transmise par les objets, que nous voyons. Or, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir, parce que les distances qui nous séparent des objets célestes sont évidemment gigantesques, par rapport à notre échelle de référence. Les distances sont ainsi déterminées, en années-lumière, soit un temps, mis par la lumière, pour nous parvenir. La vision des éléments de l'univers ne nous est donc abordable qu'à partir du décalage de la distance et du temps. Nos observations dans l'espace lointain sont aussi, de ce fait, un voyage dans le temps. La vitesse de la lumière nous permet de calculer les distances entre les planètes, entre les galaxies, etc., mais aussi leur vitesse d'éloignement et la vitesse d'expansion de l'univers. Plus nous nous éloignons de la Terre, à l'intérieur de l'univers et plus nous remontons dans le temps. Cela nous permet aussi d'établir de nouvelles théories. C'est à partir de tous les calculs possibles qu'il a été déterminé que seulement 5% maximum de la matière de l'univers nous était détectable. Qu'il a également pu être déterminé que notre univers pourrait être constitué de 25% de matière noire et de 70% d'énergie noire. Ces mêmes calculs nous permettent de prévoir l'avenir de notre système solaire et aussi celui de notre galaxie. Nous pouvons donc déterminer quelle est la durée de vie de notre système solaire et quelle sera l'évolution de notre galaxie, dont on prévoit qu'elle devra percuter la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous. L'univers a créé son espace et son temps à partir de son point initial de création. Notre univers, par ce fait, est à la fois fini et illimité, tout en accélérant son expansion. La particularité de la construction de l'univers réside dans la situation que, quiconque, se trouvant à n'importe quel endroit de l'univers, constatera qu'il réside en son centre. Que le point le plus éloigné de lui sera situé à 13,7 milliards d'années-lumière. Cette distance établissant le point central de la réalisation de l'univers. Cependant, il convient de remarquer que notre exploration ne peut se faire que sur 3 dimensions. L'univers étant à 4 dimensions, notre vision devient complètement faussée. Il est important de comprendre qu'un observateur, qui se trouverait à l'intérieur d'une galaxie, nouvellement formée, à l'échelle de l'univers évidemment, n'aura pas la même perception de durée d'expansion de l'univers, que nous. Vers la notion de temps. Comment comprendre la notion de temps ? Il apparaît bien difficile de donner une définition au temps.
Il existe bien des tentatives d'explication, philosophiques, religieuses, scientifiques, sans qu'aucune ne soit véritablement convaincante. Le temps, en tant que concept, ne nous semble pas définissable. Parler du temps, cela serait d'abord accepter un hypothétique concept que nous ne parvenons pas à définir. Parler du temps est tout simplement s'exposer à des non-sens. Nous utilisons un langage qui est bien pauvre, pour parler d'un élément de notre existence, alors que nous n'en comprenons pas les éventuels fondements. Il devient alors très aléatoire de pouvoir le traiter dans de bonnes conditions. Des termes sont utilisés pour déterminer le passé et le futur, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, la mort, etc. L'étude du langage utilisé n'apporte pas de solution à l'hypothétique réalité de ce concept. Le langage qui est ambivalent et ambigu, même s'il nous apparaît éloquent, est toutefois impuissant à nous dire le temps. Il convient, en effet, de considérer que la structure du langage peut déterminer notre façon de penser le temps. Il s'agit, en réalité, d'établir un formatage, à partir de notre évaluation du temps qui passe. Or, est-il vrai que le temps passe ? La définition du temps qui passe, c'est simplement que le futur devient présent avant de devenir le passé. Il s'agirait donc plutôt d'une succession d'événements. Il faut bien comprendre que le passé, lui, ne passe plus, et alors comment le temps passerait-il ? Si, la fonction fondamentale du temps est de percevoir une succession d'événements du présent, le temps n'est alors qu'un simple passage de ce que nous désignons être de la réalité. Or, si la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui l'a fait passer, lui, ne passe pas. Il apparaît donc que la seule chose qui ne passerait pas, dans notre univers physique, c'est justement le temps. En effet, le temps nous apparaît être toujours là, à renouveler le présent des instants, sans que cela ne puisse cesser. Notre définition du « temps qui passe » devient alors une aberration. Le temps ne passe donc pas, il fait simplement passer la réalité. Il convient ainsi de comprendre que notre langage qui établit des métaphores nous trompe, tout simplement, sur les réalités des événements que nous vivons. Comment le temps s'écoulerait-il alors ? Il s'agit là aussi, d'un a priori établi par notre langage. Le temps peut-il avoir une vitesse d'écoulement, peut-il s'accélérer ? C'est, en fait, une conception que nous donnons à une valeur qui n'a pas de concept. Le temps ne peut pas avoir de vitesse. Dire que le temps s'écoulerait à différentes vitesses apparaît totalement absurde. Dans quel élément de référence le temps pourrait-il s'écouler ? Existerait-il un espace dans lequel il pourrait s'écouler ? L'univers physique, lui-même, s'il est un élément qui s'écoule dans le temps, ne peut pas être l'élément de référence ni son espace, puisqu'il s'écoule. Puisque nous nous trouvons à un instant du temps, dans le temps, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le sens du futur. Cela nous confirme notre incapacité à voyager, dans le passé du temps. C'est là, un principe de causalité, de la flèche du temps. Qu'est-ce qui permettrait au temps d'avancer ? Aucune découverte scientifique ne peut donner d'explication à ce postulat. Il s'agirait bien alors, d'un fait constaté, mais indémontrable. Un autre écart de langage nous fait confondre le passage du temps avec le passage des événements. Nous accordons, tout simplement au temps, des propriétés qui ne peuvent être attribuées qu'à une succession des événements. C'est là, une convention implicite de notre conception du temps. Le temps ne peut être à la fois cyclique et chaotique. Il ne faut pas confondre les phénomènes géologiques dans le temps, avec un présupposé temps géologique. De même, qu'il y ait une temporalité, dans les phénomènes chimiques, sans qu'il puisse y avoir un temps chimique. Il n'est pas possible d'inventer des temps correspondant aux divers phénomènes temporels. Il n'y aurait donc qu'un seul temps, en fonction duquel, des rapports de modalité, divers, peuvent être établis. La représentation mathématique du temps est, elle, conditionnée par un principe de causalité. Le principe de causalité précise que tout phénomène engendré est l'effet d'une cause qui l'a précédé. C'est là encore, une notion ambiguë, qui cherche à expliquer la réalité du temps. Le principe de causalité explique que, si quelque chose a eu lieu, il restera établi ainsi.
Cela précise qu'il est impossible de modifier le passé et donc de remonter dans le temps. Les événements ayant eu lieu ne peuvent donc pas être modifiés. L'ambiguïté de cette notion de causalité vient du fait que la notion d'événement ou de phénomène n'est qu'une représentation. Qu'est-ce qui commence en premier, le temps, avant la causalité, ou l'inverse? Il y aurait donc des événements, hors du temps, reliés par des réseaux de chaînes de causalité d'où un temps causal émergerait. Cela pose le problème d'une courbure du temps, inacceptable, puisqu'il n'est pas imaginable qu'il puisse repasser au même endroit, et il ne peut donc être que linéaire. Le temps apparaît comme chronologique. La courbure du temps ne serait applicable que si elle ne revient pas à son point de départ, mais le temps linéaire, lui, n'est qu'un symbole. Il convient de ne pas confondre l'irréversibilité du temps avec l'irréversibilité des phénomènes temporels. Le sens d'écoulement du temps, s'il est complètement arbitraire, quel qu'il puisse être, ne permet pas le retour. Le temps ne peut être réduit qu'à sa fonction principale. Il est, ce qui reste, quand on retire aux phénomènes temporels, leurs propriétés particulières. Le temps aurait une autonomie, vis-à-vis des phénomènes temporels. Le temps ne serait donc pas affecté, par la simultanéité des événements, qui se déroulent, dans le temps. Les conceptions de l'univers quantique, par opposition aux conceptions de l'univers physique, procéderaient d'un autre formalisme, tenant compte des particularités attachées aux événements. L'esthétisme mathématique permet, par exemple, d'expliciter des symétries implicites, pour la reconnaissance immédiate, d'un événement. Les structures mathématiques doivent être les prolongements, permettant de saisir des réalités, quelle que soit la situation, de leur vision. La réalité, d'une observation, est tributaire de son invariabilité, par rapport à ses zones d'observation. Cependant, la chronologie d'un même événement peut être inversée, selon l'emplacement des observateurs. Il apparaît alors très nettement que le temps n'est qu'un élément subjectif de la réalité et qu'il est totalement dépourvu de notions objectives. Il convient d'en déduire qu'une équation mathématique, dont la démonstration suggère qu'elle n'est pas causale, doit être modifiée, de telle sorte qu'elle puisse devenir causale. C'est-à-dire, qu'elle doit pouvoir devenir vérité, pour tous les observateurs, quel que soit leur mode d'observation. Il s'agit, bien sûr, d'un respect chronologique, tout en tenant compte de la durée, qui, elle, est relative à l'observateur. Cela nous amène à l'observation de la théorie quantique des champs. Parce que, si la causalité est ajoutée, en qualité de contrainte, à une équation mathématique, le résultat obtenu sera alors la prise en considération d'une énergie négative. Cela nous oblige aussi à considérer qu'une particule qui serait dotée d'une énergie négative aurait la faculté de remonter le cours du temps, puisqu'elle inverse ce cours du temps. Mathématiquement, en tout cas, c'est ainsi que cela se vérifie. Cette particule, en fait, se comporte en antiparticule. Une particule normale, ayant pour principe de suivre, elle, le cours du temps. Le positron serait bien l'antiparticule, définie par une équation mathématique, à laquelle on a inséré la notion de causalité. Cette implication tend à démontrer l'impossibilité de remonter dans le temps. Il ressort de cette démonstration que, si le temps n'a pas de définition, il a pourtant une constance. C'est le temps qui nous bloquerait en permanence, dans l'instant présent. Il nous est alors impossible de modifier notre position dans le temps, nous en sommes prisonniers, tout en continuant d'avancer. Il importerait donc de considérer que, si le temps est un paramètre statique, il deviendrait alors une pure illusion. Ou bien encore, un produit de notre subjectivité. Ou pour être plus précis, une fabrication de notre conscience. Cela signifie que, dans un espace-temps statique, c'est nous-mêmes qui créons l'illusion d'une existence du temps. Le cours du temps est tout simplement créé, par notre déplacement dans l'espace qui, lui, reste totalement statique. Ou alors, il nous faut considérer que c'est l'espace-temps, lui-même, qui crée le présent, à chaque instant. Le temps serait-il alors tributaire du mouvement ? Quelle peut être la perception du temps par l'animal, le végétal, le minéral ?
Nous avons la nécessité de décomposer notre espace en mesure de temps, peut-être totalement subjectif. Notre cerveau est incapable de déterminer une mesure logique du temps dès qu'il est privé de ses repères, ou si ceux-ci sont mouvants. Les rythmes de la vie sont plus souvent dictés par des mécanismes biologiques que par une hypothétique notion de temps. Par opposition, l'espace serait une notion de liberté, par rapport à notre enfermement par le temps. L'avenir existerait-il déjà dans le futur? Si oui, pourrions-nous nous y rendre, puisque nous ne pourrions pas nous rendre dans le passé? Vers des manipulations dangereuses. Des portions de la haute atmosphère pourraient être chauffées, le champ magnétique de la Terre pourrait être stimulé. Une série extrêmement complexe d'émissions d'ondes émises par un réseau d'antennes qui se conjuguerait avec les ondes ionosphériques de notre planète, aurait pour effet de créer une cavité de résonance. Des séries de pulsations émises depuis la surface de la Terre provoqueraient une très grande modification de l'énergie, naturellement développée par l'atmosphère. Elles pourraient provoquer, volontairement, des modifications atmosphériques sur des lieux géographiques ciblés. Une petite concentration d'influence ainsi ciblée aurait pour effet d'engendrer des distorsions gigantesques et désastreuses dans une partie de l'ionosphère visée. La magnétosphère est un bouclier naturel de notre planète qui nous protège des rayonnements nocifs du Soleil. Des perturbations, volontairement organisées, auraient des conséquences insoupçonnables, à partir des distorsions ainsi provoquées. L'énergie, envoyée dans l'ionosphère, crée des couloirs orientés qui concentreraient une énorme partie de l'énergie de l'ionosphère. Cette énergie se déversant, ensuite, sur un lieu très ciblé de notre planète. Cette énergie, ainsi concentrée, serait d'une puissance phénoménale. Nikola Tesla, à l'origine de cette application, s'était rapidement rendu compte qu'elle serait aussi un danger pour la survie des espèces animales et végétales sur notre planète. Il se serait donc ensuite efforcé d'en supprimer la mise en œuvre, sans doute trop tard. Il avait aussi déterminé des notions sur la physique de l'univers et la création de la matière. Ses recherches étaient orientées sur les énergies libres, utilisables gratuitement et sans restriction. Il aurait laissé plusieurs centaines de brevets, en grande partie, récupérés par des hauts responsables américains dont certains de ces brevets seraient actuellement utilisés. D'autres seraient encore secrètement conservés. Ses compétences en sciences de la relativité et de la mécanique quantique étaient trop en avance pour son époque. Sa conception sur l'organisation de l'univers physique lui avait permis de comprendre qu'il y aurait, pour les humains, la possibilité prochaine de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Il avait envisagé, avant les autres, une révolution technologique, selon sa compréhension de l'énergie universelle et qui, une fois maîtrisée, pourrait transporter l'humain aux confins de l'univers, faisant fi des théories jusqu'alors élaborées sur l'éloignement, supposé inaccessible, des autres mondes existentiels. Pour un amateurisme scientifique, les découvertes devront se faire, dorénavant, en dehors du cadre des institutions scientifiques traditionnelles, enfermées dans leur carcan dogmatique, et de leurs orientations subventionnées et dirigées. Le monde connecté, tel qu'il fonctionne maintenant, doit permettre à tous de s'informer et d'innover en dehors des cadres rigides des institutions étatiques et entrepreneuriales. Les autodidactes n'ont pas de consignes à respecter. C'est la contribution réciproque qui permet d'accéder à de nouveaux niveaux de recherche et de résultats. Partager des résultats à partir des échanges d'informations sera une nouvelle source de progrès. La recherche et son exploitation en réseau non conventionnel permettront l'innovation. L'exposition des codes sources permettra l'accès à de nouvelles visions d'organisation, de programmation et d'expérimentation. Cette organisation en de nouveaux réseaux permettra une meilleure et plus rapide adaptation à la nécessité des découvertes. C'est surtout la porte ouverte à toutes les innovations responsables. Des espaces créés spécifiquement pour ces nouveaux types de chercheurs leur permettront d'accéder à toutes les sources d'informations, mais aussi à tous les objets miniaturisés et les composants nécessaires à leurs investigations. Des microcontrôleurs sont à leur disposition pour pouvoir modifier les valeurs initiales de chaque dispositif utilisé. Les variations d'utilisation deviennent alors exponentielles.
Les programmations des systèmes utilisés deviennent illimitées. Des capteurs permettent d'obtenir de nouvelles informations toujours plus exponentielles. Une caisse commune, alimentée de façon anonyme, permet l'achat des matériels sans aucune aide étatique ou entrepreneuriale, et donc indépendante de toutes les influences extérieures. Ensuite, les découvertes doivent être mises à la disposition de tous, mais à la condition qu'elles ne soient pas soumises à l'asservissement des divers dogmes qui veulent organiser la société humaine. C'est l'ouverture à la connaissance et à l'expérimentation dans tous les domaines sans aucune restriction. Attention aux esprits malsains, ces nouvelles recherches doivent rester sous surveillance. Tous les moyens d'investigation doivent être utilisés à partir de toutes les bonnes volontés, mais la réalisation de l'équilibre entre un résultat et ses risques doit pouvoir toujours être évaluée. De l'étrange univers quantique à l'ufologie. Il suffit de l'observer pour qu'il change ses valeurs. Sans observation, il n'y a que des zones de possibilités. Avec l'observation, on peut déceler des particules d'expérience. Une particule qui est considérée comme un élément solide existerait en qualité de superposition, c'est-à-dire qu'elle est une onde, dépliée, de positions possibles. Elle se trouverait partout en même temps, sauf au moment de son observation où elle s'installerait dans une seule position D, possible. Aucune équation dans l'univers physique n'est parvenue à prendre cette situation en considération. Cela pourrait signifier que tout ce qui est observable n'aurait pas de réalité, sauf au moment de son observation. L'univers pourrait aussi être beaucoup plus important que ce qui en est visible. La probabilité n'est qu'un aspect des possibilités. Les objets quantiques sous-entendraient que les systèmes observés, malgré toutes leurs propriétés, pourraient ne pas exister, ni au moment de leurs observations, ni avant leurs observations. Comment est-il possible qu'un système, lorsqu'il est observé, réduit la somme des probables en un élément unique, reste actuellement sans explication? Cette ambivalence des instabilités peut se vérifier partout autour de nous. Chacun d'entre nous change aussi d'attitude et de comportement dès qu'il se sent observé. Des superpositions d'états s'appliqueraient à tous les objets quantiques. L'excitation des atomes se caractériserait par des niveaux d'énergie. Mais l'atome pourrait aussi ne pas être excité ou encore se trouver dans les deux situations à la fois. Seulement, dès que son état est mesuré, il ne serait que dans un de ces états et aléatoirement. L'envoi d'une onde électromagnétique, au cours d'une expérience, permet d'observer la superposition. Par le réglage de l'onde électromagnétique envoyée, il deviendrait possible d'observer cette alternance d'états excités ou non excités. Cependant, un objet quantique ne serait jamais isolé, ce qui aurait pour conséquence de provoquer un arrêt des oscillations par la superposition des états de l'atome. Si, a priori, l'atome peut réellement se situer dans une superposition de deux états, il se retrouverait ensuite dans un seul état mais toujours d'une façon aléatoire. La seule observation aléatoire des photons aurait pour conséquence de contrarier son caractère d'onde, en matière. Cela signifierait qu'il serait possible de modifier le comportement de la réalité rien qu'en l'observant. Est-ce que cette situation permettrait d'envisager que la réalité, dans laquelle nous croyons nous situer, n'existerait pas? Les règles qui régissent l'infiniment petit, n'apparaissent tout simplement pas explicables à notre niveau actuel de compréhension et d'analyse. La décohérence des superpositions de l'état quantique nous contraigne provisoirement à cette conclusion. L'étude de la physique quantique aurait pour conséquence de devoir admettre qu'il n'y aurait aucun modèle déterminé mais la possibilité d'une multitude de modèles et qu'il s'agit donc de probabilités. Cette étude permettrait de définir que la matière se situerait dans une combinaison linéaire d'états. Chaque élément d'un état, situé en superposition d'états, deviendra unique dès qu'il serait déterminé. Il est alors envisagé que l'état d'un système serait en réalité caractérisé par la conscience qui, elle, ferait le choix entre les différentes possibilités offertes. La physique quantique aurait, en fait, pour conséquence de nous contraindre à accepter la connaissance que nous avons d'une réalité mais pas sur sa réalité intrinsèque, elle-même, et son étude démontrerait que notre interaction aurait la faculté de modifier les éléments avant qu'ils n'aient pu avoir lieu. Y aurait-il donc une possibilité de modification du passé?
L'étude de la mécanique quantique pourrait suggérer que la réalité ne serait que le résultat de notre imagination et donc de notre niveau de conscience. L'entrelacement quantique déterminerait qu'un objet couplé à un autre serait instantanément modifié, dès que l'un des deux se trouverait modifié, quel que soit leur éloignement. Or, tout dans l'univers physique serait entrelacé, puisqu'issu d'une même origine. Il y aurait la nécessité que l'intrication procéderait de la non-localisation, par l'entrelacement. Cette situation aboutirait à une possible téléportation. Cette particularité suggérerait que dans la téléportation d'un objet, il ne s'agirait pas de faire disparaître la matière d'un objet, mais seulement sa structure. Pour faire réapparaître cet objet à un autre endroit, l'objet qui n'a initialement pas de structure, l'acquerrait à la fin du processus de téléportation. Un objet aurait donc la possibilité de passer d'un endroit à un autre par le processus de l'intrication. L'émission d'un message codé permettrait de vérifier le fonctionnement de cette intrication, puisqu'il part d'un endroit pour parvenir à un autre endroit sans qu'il n'y ait aucune possibilité d'interférence, puisqu'il est codé. Tout serait alors véhiculé sous la forme d'une information seulement détectable à son arrivée. Les interconnexions particulières des jumeaux pourraient permettre de vérifier cette réalité de l'intrication quantique. L'état des atomes intriqués modifierait leur comportement sans considération d'espace ni de temps et sans aucune implication par la vitesse de la lumière. Il convient donc de prendre conscience que la réalité quantique ne correspond pas à la réalité que nous accordons aux éléments qui semblent nous entourer dans notre univers physique. Cela nous amène à observer que chaque élément, pris dans la nature des éléments d'une même variété, contiendrait toutes les caractéristiques de son ensemble. C'est cette intrication de non-localisation, qui suggérerait un entremêlement par une unification globalisatrice. Le processus évolutif serait alors le résultat d'un apprentissage collectif soudain, plutôt que celui de lentes mutations fortuites. Une évolution serait alors liée à un synchronisme automatique entre des groupes en leur permettant d'acquérir des propriétés intrinsèques liées à ces groupes. Cependant, des champs d'information particuliers seraient susceptibles d'entrer en résonance avec l'infrastructure matérielle de la réalité. Ces champs contiendraient tous les éléments constitutifs à la nature particulière des influences sur le physique et aussi sur le conscient. Cette prise en considération d'une influence sur le collectif pourrait expliquer les particularités de la simultanéité des synchronicités dans les comportements, et tout particulièrement dans les changements de direction collective des poissons et des oiseaux soudainement confrontés à un danger, par exemple. Si la science met en forme l'acquisition des connaissances par des codages, elle établit des rationalités par l'expérimentation. Par voie de conséquence, toute allusion à ce qui n'est pas expérimentable devient alors une négation scientifique. Aussi, une recherche sur les phénomènes ovniens, par exemple, n'est par ce fait pas considérée comme acceptable. Cet argument permet de couper court à toute tentative d'explication de ce phénomène. Un service du Centre national d'études spatiales de Toulouse, qui s'appelle le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, est resté en déficit de légitimité de la part de la communauté scientifique française, à cause de ce courant de pensée. Il est évident que le sujet des ovnis n'est pas considéré comme une étude sérieuse de la part de la science. La physique de l'information devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la physique de la matière et de l'énergie, parce que tout serait régi et codé par des modèles d'information. Cette analyse permet aussi, entre autres choses, de développer une investigation de la conscience humaine d'abord. Il ne s'agit en rien d'un réductionnisme psychologique, permettant de nier les témoignages, mais au contraire de les valoriser. Les présupposés de la science sur l'énergie et la matière apparaîtraient alors complètement erronés. Il s'agit bien sûr d'un changement radical de paradigme, où un lien avec la conscience apparaît complètement incontournable. La conception actuelle de la science en physique reposerait sur un présupposé de nature non scientifique. Le postulat qui décide que l'univers existerait en lui-même et par lui-même relève d'un positionnement objectiviste métaphysique. Cela consiste à considérer que la perception de nos sens correspondrait à une réalité matérielle de l'univers. Il s'agirait en fait d'un réalisme naïf.
Le monde perçu ne serait qu'une interaction entre un élément extérieur à la conscience et son interprétation par la conscience. La réalité ne peut donc être qu'à partir de sa représentation par la conscience. Un nouveau concept voudrait que l'esprit soit un point d'origine à chaque causalité. Il était communément considéré jusque-là que seule la matière était à l'origine d'épiphénomènes tels que la conscience et la pensée. Cette approche neurobiologique de la matière consisterait à nier la spontanéité des décisions et des choix, par le libre arbitre et la liberté de chaque entité. Or, la problématique, posée par les apparitions d'ovnis, ne consisterait qu'en un minuscule élément symbolique d'une gigantesque réalité. Pourquoi la communauté scientifique s'est-elle rapidement impliquée dans le déni total sur la réalité des témoignages d'ovnis, allant jusqu'à condamner les auteurs et les éditeurs d'ouvrages littéraires se rapportant à des cas sérieusement étudiés? Un chercheur scientifique devrait avoir pour premier objectif une curiosité de recherche. Cette attitude serait simplement liée au niveau de connaissances actuelles concernant la physique de l'univers. Ces niveaux de connaissance de la communauté scientifique restent bloqués, parce qu'ils considèrent que les distances demeureront infranchissables dans l'univers. Mais à cette situation se sont ajoutés les matérialismes politiques, économiques et scientifiques totalement intriqués. Il convient d'expliquer ce que représentent les modèles de l'information, s'ils ne sont pas des algorithmes ou des codes de la matière, ni des structures mathématiques. Que serait donc cette information qui serait présente partout dans l'univers physique et envisagée par l'univers quantique? L'information, dans son concept basique, représenterait une volonté et une intention de la conscience. Le principe de causalité pourrait permettre cette approche métaphysique de la connaissance par une interaction avec la conscience. La familiarité de notre perception du réel nous empêcherait de prendre en considération des schémas de rétro-causalité informative qui consisteraient à modifier le passé pour pouvoir modifier le futur. Le cadre de référence ne serait plus celui du matérialisme des matérialistes, mais celui de l'idéalisme des idéalistes. La signification en est qu'à la réalité des apparences, succéderait une réalité purement psychique. Cela présuppose que tout devrait être réduit à une information de la conscience. Ce niveau le plus bas de la réalité, que seraient les niveaux de l'information et de la conscience, permettrait d'atteindre le niveau le plus élevé concernant les réalités de la matière. La transcendance de cette acception se situerait au-delà de l'admissible. Il serait en effet difficilement admissible, pour une communauté scientifique établie sur ses propres dogmes, que l'univers n'existerait que parce qu'il serait construit par un ensemble de consciences collectives globalisatrices. L'univers que nous percevons ne serait-il qu'un rêve éveillé collectif, peut-être comparable à celui de nos rêves individuels dans le sommeil. Il pourrait ainsi s'agir de la construction d'une irréalité, au sein d'une matrice, par une conjonction collective. Cela signifierait qu'il y aurait la permanence d'une subjectivité intrinsèque, développée par une construction collective globalisante. C'est donc à partir de la conscience que tout serait établi, c'est à partir de cette considération que pourrait s'établir une relation avec certains phénomènes d'apparition complètement insolites, pour notre niveau de compréhension. Il serait en effet facile de considérer que les phénomènes ovniens nous parviendraient de l'extérieur de notre civilisation et de l'extérieur de notre espace planétaire. Il serait plus facile d'admettre, même si cela n'est pas admissible par les scientifiques, que des sociétés exogènes pourraient aboutir jusque dans notre espace aérien, en raison de leurs avances technologiques et intellectuelles, et aussi de leur structure biologique particulière. Les différentes structures aériennes et les différents aspects des entités biologiques, décrites par les témoins pourraient facilement en attester. D'autre part, les avancées des diverses technologies terrestres, développées au cours des 70 dernières années, et qui semble-t-il, proviendraient d'une rétro-ingénierie, pourraient aussi corroborer une telle vérité. Une coopération entre des entités biologiques exogènes et des structures industrialo-militaires, qui seraient réparties dans divers pays de notre planète, ne serait plus à mettre en doute. Et pourtant, une étude très approfondie de certaines réalités
concernant certains témoignages, doivent faire prendre en considération que ces phénomènes d'apparition ne seraient pas tous aussi facilement explicables par de simples voyages d'entités extérieures faisant des études sur différentes planètes pouvant avoir pu développer une vie élaborée et de chercher à contribuer, le cas échéant, à leur procurer un savoir supérieur. Il est alors plus facile de comprendre et d'admettre le rejet totalitariste des responsables scientifiques. Heureusement, de nombreux scientifiques, évidemment, mis au banc par la communauté officielle des autres chercheurs, ont réussi à s'extraire de la pensée formatée globale, pour envisager d'autres particularismes et pouvant aboutir vers d'autres sujets d'étude. L'étude des consciences exogènes pourrait apporter de nouvelles valeurs à l'espèce humaine, en recherche de justification sur sa présence dans cet univers physique. Une nouvelle étude plus subtile et plus abstraite des extraterrestres pourrait déboucher sur d'autres schémas envisageables concernant la vie dans sa généralité. La réalité de notre univers pourrait n'être qu'un immense cerveau où chacun d'entre nous ne représenterait qu'une unité de conscience. L'étude correspondrait à envisager un autre paradigme scientifique, le paradigme étant alors accepté dans une structure des révolutions scientifiques, comme un ensemble d'observations, permettant d'aboutir vers de nouvelles formes de pensée. Cette étude abstraite procéderait d'une autre valeur, celle correspondant à des consciences non humaines, qui se connecteraient simplement à la nôtre, pour une étude très approfondie de notre niveau de compréhension. Leur manifestation serait ensuite liée à notre niveau de compréhension, par des attitudes admissibles, pour le niveau intellectuel de notre conscience. Ce nouveau dogme d'étude scientifique n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Tout au contraire, il permet d'obtenir une autre vision de notre réalité d'espèce humaine, en voie de disparition, si l'on en croit les observateurs ayant constaté les dégâts que nous aurions causés à notre environnement. Il pourrait donc y avoir une adaptation de nos visiteurs, à notre niveau de conscience et à notre niveau intellectuel, pour chercher à savoir ce que nous sommes, avant de chercher à interagir avec nous, le cas échéant. Un certain mimétisme avec notre niveau de compréhension aurait aussi été observé et rapporté par des recueils de témoignages, certifiés hors de toute tentative de supercherie. Cela pourrait signifier que des consciences exogènes, cherchant à intégrer les éléments de notre culture, utiliseraient notre matériel psychique pour pouvoir interagir avec nous. En dehors de l'interprétation d'une imitation par le mimétisme, cela pourrait aussi correspondre à une implication volontaire. Pourtant, ce schéma un peu naïf ne correspondrait pas à une plus sérieuse analyse des faits répertoriés et scientifiquement étudiés. Cette voie d'étude a dû être abandonnée parce qu'elle ne semblait pouvoir déboucher que vers une impasse. L'étude se serait donc naturellement orientée vers une recherche endogène, et qui donc prendrait forme au sein même de notre civilisation, en dehors cependant de toute forme d'hallucination collective. Le phénomène ovni serait alors considéré comme très intimement lié, et en relation directe, avec le psyché, pouvant désigner l'ensemble des manifestations conscientes et inconscientes des personnalités de chacun, de notre société. Après l'étude de l'information, puis celle de la conscience, il devrait être abordé celle de la métaphysique de l'inconscient, qui consisterait donc à examiner en eux-mêmes les principes que la phénoménologie ovni, jusqu'alors étudiés dans leur manifestation. À l'inconscient physique, lié au fonctionnement naturel de nos organes, succéderait un inconscient psychique, qui correspond à des processus et à des activités non prévues ni contrôlées par la conscience. Ce qui représente l'intérêt de cette étude des processus métaphysiques de l'inconscient, c'est qu'il serait censé regrouper toutes les informations d'une conscience globale. Selon cette étude, il serait perçu que l'inconscient se situerait en dehors de toute notion liée au temps, elle serait donc située hors du temps, entre la spiritualité et la métaphysique. Cette étude voudrait sous-entendre qu'un ovni prendrait l'apparence d'un objet technologique qui soit en accord avec notre perception actuelle, d'une certaine technologie, afin de pouvoir mieux nous convaincre de sa réalité. L'étude des phénomènes ovni participerait à chercher de nous montrer que les absurdités et les incohérences des apparences constatées n'auraient rien à voir avec une réalité physique et encore moins à des supercheries.
Cette méthode d'analyse pourrait expliquer que des éléments d'observation correspondraient à des niveaux supérieurs de connaissance et de conscience qui ne proviendraient pas de planètes situées dans notre galaxie. Certaines observations pourraient aussi provenir d'autres galaxies, dont les niveaux de développement seraient très différents de la nôtre. Et enfin, elles pourraient aussi provenir d'autres univers, dont les développements, là aussi, n'auraient plus rien de comparable avec le nôtre. Il est particulièrement intéressant d'observer que le phénomène OVNI puisse permettre à tous ceux qui cherchent des explications, de pouvoir donner les résultats de leurs analyses. Même si les résultats sont très aléatoires et surtout déconcertants. Il apparaîtrait évident, aux analyses des observations réalisées, que ces appareils, au comportement spécifique, utiliseraient tous une technologie basée sur l'élément 115, sur la modification du temps et sur l'antigravité. Les risques de choc sociétal, humanitaire, technologique, spirituel, avec des civilisations extrêmement plus avancées que la nôtre, seraient d'une telle conséquence, que seuls quelques individus déjà bien informés sur le sujet OVNI pourront en comprendre les implications. Il aurait été rapporté, par d'anciens collaborateurs techniques, déclarant avoir travaillé dans une base secrète souterraine, qu'ils auraient été en mesure d'effectuer des recherches sur des niveaux technologiques non originaires de notre planète. Ils auraient pu étudier des vaisseaux venus d'ailleurs, capables de voyager dans l'espace et dans le temps, mais aussi de changer d'aspect et de dimensions et de disparaître soudainement, sans que l'état des occupants en soit altéré. Chacun de ces objets ne pourrait être piloté que par la variété d'entités biologiques extérieures les ayant mis au point, car ces appareils ne répondraient qu'à une fréquence génétique émise par cette entité. Ces objets auraient aussi la possibilité de changer leur structure atomique. Ils se seraient impliqués récemment en qualité de lanceurs d'alerte afin de pouvoir prévenir l'espèce humaine des bouleversements existentiels que ces révélations vont devoir occasionner dans un proche avenir. Les révélations sommaires, selon eux, auraient fortement déplu à certaines autorités et leur intégrité physique en aurait été altérée depuis. Ils seraient sous une étroite surveillance de la cabale, selon leur dire. Un État profond, de la finance, du pétrole et des militaires chercherait à tout prix de pouvoir retarder la divulgation officielle d'une coopération avec des entités extérieures. Philip Schneider, William Milton Cooper et Max Spears, parmi bien d'autres auraient déjà payé de leur vie, leur volonté de divulgation des secrets d'État qu'ils détenaient. Les Georgia Guidestone est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. Il serait constitué de 6 blocs de granit de 5,87 mètres de haut et pesant 108 tonnes. Il serait gravé de légendes en babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphes égyptiens, anglais, arabe, chinois, mandarin, espagnol, castillan, hébreu, hindi, russe et swahili. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Dirigez la passion, la foi, la tradition et toutes choses par l'usage de la raison et de la modération. Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. Laissez toutes les nations se gouverner librement et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles. Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux. Privilégiez vérité, beauté, amour, recherche de l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Ces 2 collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie.
Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.